L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Paris se meut sous un incroyable soleil automnal. Le temps est frais, sec, la pluie est chassée par la lumière et les quelques flaques stagnantes et éparses témoignent de cette météo changeante. Non loin du boulevard Saint-Germain, deux hommes marchent côte à côte et rient de bon cœur. L'un d'eux s'appelle Mehdi Ben Barka. Il est l'opposant principal du régime monarchique du Maroc et un activiste dont le rôle sur l'échiquier politique mondial est on ne peut plus particulier. Ce qui lui confère une position, disons, risquée. Dans son périple parisien, l'homme est accompagné d'un ami, Tami Azemouri, cigarette au coin des lèvres. C'est un étudiant en histoire qui connaît la ville lumière comme sa poche. Et ça tombe bien. Ben Barka a besoin d'un guide. Dans ce dédale à nul autre pareil. Le duo se rend à la brasserie Lip. Oh, pas question d'y flâner ou de faire du tourisme. C'est un déjeuner d'affaires qui les attend. Le but ? Mehdi Ben Barka doit devenir le conseiller politique spécial d'un film qui portera sur la question sensible de la décolonisation. Une grande responsabilité que l'opposant s'est empressé d'accepter. Mais devant les portes dorées de la brasserie Lip, l'attend son destin. Patiemment, une toile terrible se tisse. Elle va prendre les deux hommes dans un piège innommable et impitoyable. Nous sommes le vendredi 29 octobre 1965. Il est très peu de temps après midi et c'est l'heure H de mon histoire. Mehdi Ben Barka n'est sur le sol français que depuis quelques heures. C'est à 8h50, ce matin, qu'il est arrivé à Orly, en quittant la Suisse. Pour des raisons politiques, Genève est devenue son lieu de résidence principale. Alors qu'il est au bout de la rue, accueillant le restaurant, l'homme s'empresse de prendre son petit carnet. Il y a noté les noms de ceux qu'ils vont rencontrer, afin que son jeune accompagnant puisse les avoir en mémoire. Ben Barka les connaît déjà presque tous. Ils sont deux à l'avoir sollicité pour ce projet de film. Il y a d'abord le journaliste Philippe Bernier, un homme de lettres reconnu. Vient ensuite le producteur, un certain Georges Figon. Les deux hommes doivent lui présenter le cinéaste Georges Franju, que Ben Barka n'a pas encore rencontré. Ah, c'est du beau monde tout ça, à n'en pas douter. Il faut dire que ce projet sur les luttes anticoloniales est un gros morceau. Marguerite Duras, excusez du peu, doit en être la plume. Mehdi Ben Barka s'est laissé convaincre sans trop hésiter. Oh, l'engagement, ça le connaît. Il ne vit que pour cela. Son planning, chargé et discret jusqu'au tout dernier moment, lui permet de passer 72 heures dans la capitale française afin de bosser avec les équipes du film. C'est lui qui a suggéré le nom de l'étudiant historien pour qu'il soit intégré dans l'équipe. Tami Azemouri et l'activiste ne sont plus qu'à quelques pas de leur lieu de rendez-vous. La pression monte d'un cran, mais l'ambiance entre les deux hommes est on ne peut plus détendue. Il faut dire que la journée est belle et que ce film en préparation est une formidable opportunité de faire entendre sa voix. Ben Barka, 45 ans, est persuadé que le cinéma est un excellent vecteur pour faire passer ses idées au plus grand nombre. Et puis Paris est unique, porteuse d'une atmosphère qui lui est propre. Saint-Germain n'échappe pas à cette règle. Tout va bien, pourrait-on dire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourtant, non loin d'eux, un manège particulier est en train de se jouer. Insidieusement, le piège se referme. 12h15.
C'est sur le trottoir de la brasserie Lippe que tout se décide. Un homme, portant de grosses lunettes noires, caresse du doigt sa moustache postiche. Antoine Lopez est un informateur au SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, devenu depuis DGSE. Comprenez ? Les services secrets français. Il est aussi agent de ce qu'on appelle la brigade mondaine. Il est aussi chef d'escale à Orly. Depuis des semaines. Il est sur un coup qu'il doit réussir. Et dans cette lutte, il n'est pas seul. Une Peugeot 403 discrète de la préfecture de police semble aussi attendre son heure patiemment. À son bord se trouve Louis Souchon, inspecteur de police de la brigade mondaine, accompagné de son adjoint. Les yeux dans le rétro intérieur, les deux policiers observent. Tels des fauves à l'affût de leur proie, ils attendent le bon moment pour frapper. Mehdi Ben Barka et Tami Azemouri s'approchent à grandes enjambées. Ils sont en retard. L'opposant au régime marocain déteste se faire attendre. Pour un projet d'une telle ampleur, c'est d'autant moins acceptable. Notre homme a le regard figé sur sa montre, à croire qu'il pense pouvoir maîtriser le temps et son impitoyable sablier. À ses côtés, le jeune étudiant en histoire doit se faire force pour maintenir l'allure. Le duo passe à côté d'Antoine Lopez sans même le remarquer. Tout le contraire de l'indique du SDECE, qui lui a reconnu Ben Barka au premier coup d'œil. D'un geste, il indique à la Peugeot 403 de la préfecture de police qui est la cible. Puis il s'écarte, se mêlant à la foule. En un instant, tout s'accélère. À quelques pas de la brasserie, les deux hommes sont interceptés par Louis Souchon et son adjoint. Papier d'identité, messieurs, s'il vous plaît. Ce contretemps fait fulminer Ben Barka. Mais qu'est-ce qu'ils lui veulent, ces agents sortis de nulle part ? Pourquoi les arrêter, eux, alors que la foule sur le boulevard Saint-Germain est dense, compacte ? Les agents restent impassibles et ne tardent pas à agir, bizarrement. Voilà qu'ils adressent à Tami Azemouri un ordre qui ne laisse rien présager de bon. « Toi, tu circules. » Poussant le jeune homme sans ménagement, il l'exfiltre de la scène. L'étudiant ne peut rien faire. D'un regard, il peut voir que les deux individus présentent leur carte de police à Mehdi Ben Barka. Ce dernier doit les suivre afin d'être interrogé. Pas tout à fait serein, mais pas affolé non plus, Ben Barka monte à l'arrière de la 403. Louis Souchon prend le volant, l'indique Lopez, le rejoignant sur le siège passager avant. L'adjoint vient s'installer à côté de l'activiste, mais sur cette banquette arrière, ils ne sont pas seuls. Souriant d'un air carnassier, un dénommé Leni se trouve à bord du véhicule de police. Ben Barka ne le connaît pas. C'est un truand. Pour l'opposant au régime marocain, cette situation n'augure rien de bon. En moins de 5 minutes, Mehdi Ben Barka a été saisi et exfiltré. Alors qu'elle démarre en trombe sur les pavés du boulevard Saint-Germain, la voiture des autorités se fait dépasser par un autre véhicule qui se charge d'ouvrir la voie. À son bord, 2 autres bandits de grand chemin. Intriguant, hein, ce mélange d'agents gouvernementaux et de truands, vous ne trouvez pas, vous ? Mehdi Ben Barka disparaît en plein jour et s'évapore sans laisser de traces. Jamais plus, il ne reverra Tami Azemouri et les équipes du film qu'il préparait. Pire encore, jamais plus, il ne reverra sa famille et ses amis. L'opposant au roi du Maroc devient une ombre, un mystère. Et cette histoire, vous pouvez me croire, est un véritable scandale qui va peut-être même toucher jusqu'au plus haut sommet du Maroc et de la France. Fin de la décennie 1950. Mehdi Ben Barka est alors un proche du pouvoir au Maroc. La dynastie alaouite,
qui contrôle le pouvoir, a une histoire complexe et très longue avec le pays nord-africain. Entre 1912 et 1956, la France dispose de l'autorité sur place dans le cadre d'un protectorat. En somme, le Maroc n'est pas une colonie française à part entière. C'est dans ce contexte politique particulier que grandit Ben Barka. Il se montre brillant dès son plus jeune âge. Il est par exemple le premier Marocain à obtenir l'agrégation de mathématiques sous la période de domination française. Mais sa place dans la société marocaine se construit véritablement durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les États-Unis, en plein cœur du conflit, soutiennent publiquement la prochaine indépendance du pays. En 1944, Mehdi Ben Barka prend un énorme risque avec 65 autres intellectuels nationaux. Il co-signe le Manifeste de l'indépendance, texte fondateur du nationalisme marocain. Il est alors âgé de 24 ans. En 1945, malgré la pression de ses alliés, la France refuse de lâcher du lest concernant le Maroc. Et pire, en 1953, le sultan Mohamed Ben Youssef est destitué et contraint à l'exil. C'est l'escalade. Les milieux nationalistes se réveillent. Une forte période de répression s'enclenche et Ben Barka, qui est un des membres influents de cette mouvance, est jeté en prison. Mais les Français se bercent d'illusions. Il leur est impossible de juguler le mouvement, d'autant que l'Indochine et l'Algérie prennent feu, elles aussi. En 1956, le couperet tombe. Le Maroc obtient son indépendance. L'année suivante, Ben Youssef adopte le nom de Mohamed V et prend les rênes du pouvoir en tant que souverain. Son fils, le futur Hassan II, apprend à ses côtés les rudiments de la fonction. L'héritier connaît très bien Ben Barka, qui est son professeur de mathématiques. Ce dernier devient en un claquement de doigts président de l'Assemblée. Sa carrière décolle. Mehdi Ben Barka, proche du pouvoir à la fin des années 50. Oui, cela semble étonnant, alors que quelques années plus tard, il en devient l'un des plus fervents opposants. Mais rassurez-vous, les choses ne vont pas tarder à bouger. Pour le président de l'Assemblée, elles vont même considérablement se corser. Ben Barka ne se retrouve pas tout à fait dans la politique menée par le roi Mohamed V. Il fonde donc un parti plutôt situé à gauche de l'échiquier, l'UNFP. Il espère néanmoins pouvoir cohabiter avec le pouvoir en place. Mais il se trompe. Dès le départ, son organisation politique est placée dans le viseur. La monarchie l'accuse d'attenter à la vie d'Hassan, le prince héritier du régime, son ancien élève. Mais fort heureusement pour Ben Barka, le souverain Mohamed V décède en 1961. Hassan devient roi et, face au déchirement dans la société marocaine, décide d'amnistier les anciens ennemis de son père, dont Ben Barka. Ce dernier, parti se réfugier à l'étranger, peut enfin rentrer au pays. Mais l'ancien mathématicien ne veut pas réintégrer les rangs sans moufter. Il devient la tête pensante de la gauche marocaine et se place de fait contre le pouvoir absolu du roi. Alors que ses idées gagnent de plus en plus de terrain, il est victime d'une première tentative d'assassinat en 1962, maquillée en accident de la route. Cette manière d'opérer, Mehdi Ben Barka la connaît bien. Tout cela est signé. C'est l'un de ses anciens amis, le général Oufkir, qui est à la manœuvre. Ce militaire est un homme puissant, chef de la police et proche des services secrets de nombreux alliés puissants du Maroc, des États-Unis à Israël, en passant par la France, pour laquelle il a combattu. Quelque temps plus tard, Ben Barka doit se résoudre à contre-cœur à quitter son pays de nouveau. L'homme politique a le nez fin. Quelques semaines après son départ, Oufkir fait arrêter tous les responsables de son parti, les torture et les fait disparaître pour la plupart. L'ancien prof de maths, lui, est condamné à mort par contumace. Dès lors, il ne peut plus remettre les pieds au Maroc. Durant son exil en Suisse, Ben Barka se rapproche d'idées communistes, on ne peut plus radicales.
Il fait même la rencontre de Mao ou de Castro. Il est propulsé à la tête de la Tricontinentale, qui à l'époque est une organisation révolutionnaire. Elle doit se réunir en janvier 1966. Ben Barka devient un obstacle pour le monde anticommuniste. Dans le même temps, au début de l'année 1965, le pouvoir marocain fait face à de nombreuses manifestations. Hassan II est mal aimé, et ses opposants n'ont qu'un nom en tête, Mehdi Ben Barka. Le souverain ne peut pas se passer de la figure politique à la mode. Son ancien professeur devient une véritable épine dans sa chaussure. Il n'y a que deux options. Ou c'est la réconciliation entre les deux hommes, ou Ben Barka va devenir beaucoup trop gênant. Via un émissaire, on demande aux leaders de l'opposition de rentrer au pays, de réintégrer le jeu politique afin de calmer les tensions. Mais notre homme n'est pas né de la dernière pluie. Rentrer, oui, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Hassan II se retrouve au pied du mur. Il va devoir redevenir maître de la situation. À l'heure actuelle, c'est son opposant qui tire les ficelles. Et ça ne peut plus durer. Devant la réponse alambiquée de Ben Barka, Hassan II emploie la méthode forte. Au général Oufkir, son chef de la police, de régler le problème. Comment ? Eh bien, il a carte blanche. La brasserie Lippe est en effervescence alors que se termine le premier service du midi. Philippe Bernier est arrivé le premier au point de rendez-vous. Il a tout vu. Alors que son ami Mehdi Ben Barka approchait, il a été intercepté. Le journaliste a vu que les deux hommes ont sorti des cartes de police françaises avant d'embarquer l'activiste. Depuis, Philippe n'a de cesse de passer les coups de téléphone depuis le poste de la brasserie. Collègues, amis, et même Figon, le producteur du film. Il devait se présenter avec le cinéaste Franju. Il n'en fut rien. Mais ce fameux Figon ne répond pas. Silence radio. C'est inquiétant. Interpellant aussi. Serait-il à l'origine de quelque chose ? Pour l'heure, impossible à dire. Philippe Bernier passe un ultime coup de fil. C'est Abdelkader Ben Barka qui l'appelle. Le meilleur ami de l'homme politique. Son frère. Les mots du journaliste sont concis, limpides. Sa voix est éraillée. Son timbre témoigne de sa vive inquiétude. Abdelkader, c'est Philippe. Mehdi a disparu, tu dois venir à Paris, et vite. Mieux que personne. Le journaliste sait qu'il se trame quelque chose d'anormal. Et pour cause. Il y a quelques mois, les services du roi du Maroc l'ont approché afin qu'il piège Ben Barka. Il a refusé, attaché à son amitié avec l'homme politique. Très vite, Bernier n'a plus aucun doute. L'opposant s'est fait piéger. Mehdi Ben Barka, la figure de l'opposition marocaine, disparaît donc en plein Paris, en octobre 1965. 2 jours après le drame, son frère, averti par Bernier, porte plainte pour rapt et séquestration. La chasse à l'homme qui s'ouvre va connaître de nombreuses phases. En premier lieu, Figon, le producteur qui ne répond plus au téléphone, se retrouve soupçonné. Les autorités sont informées de ses vantardises dès le lendemain de l'enlèvement. L'homme raconte partout qu'il connaît les contours de l'affaire. Il est sorti depuis peu de prison et a tout du voyou inséré dans la bonne société. En creusant un peu, on tombe sur des ramifications inquiétantes qui laissent à penser que l'homme est mêlé à ce qu'il se passe. Il entretient des relations avec des voyous, notamment Bouche Sèche, un truand bien connu des services qui bosse avec le nid, celui qui se trouvait dans la voiture de police, ayant servi lors de l'enlèvement. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu douteux comme coïncidence. Tout va très vite. Le commissaire Caille hérite de l'affaire. Et par un heureux hasard, il connaît très bien l'avocat de Figon,
Le lendemain, le producteur passe à confesse devant son avocat. Il avoue toute la machinerie. C'est le général Oufkir qui est à la manœuvre, lui qui a déjà essayé de corrompre le journaliste Bernier sans succès. Son agent de liaison à Paris, un certain Antoine Lopez. Ce dernier est celui qui reconnaît Ben Barka et entraîne son interpellation par Souchon et son adjoint. Assigné à l'accueil des voyageurs venant du Maroc à Orly, Lopez est en première ligne lorsqu'il s'agit d'identifier l'opposant au régime, d'autant qu'ils se connaissent. Plus encore, Lopez est l'un des amis du général et chef de la police d'Hassan II. Mais c'est pas tout. L'indique est aussi un ami de truands peu honorables, dont ceux cités précédemment. Le cercle se referme. Les agents peuvent faire des liens très vite. Le prétendu producteur se volatilise, il se planque. Sa fuite n'est pas innocente. C'est bien Figon qui a été approché par l'entourage d'Hassan II. Ce dernier, peu scrupuleux, a immédiatement mis sur pied un plan qui s'appuie sur Philippe Bernier, qui connaît bien la cible. Le journaliste, qui a refusé les avances du Maroc, se fait avoir. Avant la rencontre de Paris, Ben Barka a déjà vu les deux hommes à 2 reprises, une fois au Caire, une fois à Genève. L'opposant est séduit par le projet et la rencontre dans la capitale doit lui permettre de rencontrer le cinéaste Franju. Rendez-vous est pris pour octobre, le jour de l'enlèvement. Quelques heures seulement après le drame. Voilà donc que les forces de police connaissent les tenants et les aboutissants du complot. Plusieurs ombres se trouvent néanmoins sur le tableau. La plus embêtante, le fait qu'Antoine Lopez, agent des services secrets français, se trouve mêlé à l'affaire. On peut sentir déjà que guette un véritable scandale étatique. Le 2 novembre à midi, quelques heures seulement après la confession de Figon, le commissaire en charge rencontre les responsables des services secrets français. Il doit savoir ce qu'il en est. La France est-elle mouillée dans l'affaire officieusement ? La réponse de son homologue va le surprendre. Les renseignements ne sont pas au courant du dossier Ben Barka. Si Lopez y a participé, c'est qu'il s'est compromis seul. Les deux hommes décident donc de se rendre en urgence à la préfecture de police de Paris, chez un certain Maurice Papon. En une seule journée, les coupables et les mobiles sont connus. Le lendemain, la police se lance à la recherche de Lopez. L'inspecteur Souchon et son adjoint ne peuvent plus rien faire d'autre que d'avouer leur participation à l'enlèvement. L'agent secret, lui, est arrêté 24 heures plus tard. Ce qu'il dévoile lors de son interrogatoire provoque un véritable raz-de-marée. Il n'a pas agi en solo. Les renseignements généraux sont au courant de son action. Lopez balance les truands le nid et bouche sèche, tous deux introuvables. 4 jours après l'enlèvement, leurs domiciles sont perquisitionnés. Pas de traces de l'opposant. Dans le même temps, une instruction judiciaire est enfin ouverte à Paris. Le truc, c'est que les forces de police choisissent délibérément de ne pas informer le juge de leur découverte. Mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que certains hauts placés n'ont pas les mains propres. Et qu'un incroyable moment à venir risque bien de vous le faire comprendre. Mercredi 3 novembre 1965, en soirée. Mehdi Ben Barka a disparu depuis moins d'une semaine. Depuis la veille, la police est au courant des tenants et des aboutissants de l'affaire. Elle sait qu'un agent des renseignements généraux, un certain Lopez, est impliqué et que des policiers français ont participé à l'enlèvement. Mais rien n'a été dit à la justice, alors que cette dernière vient d'ouvrir une information judiciaire. Cette situation ubuesque n'est pas prête de s'arrêter. La préfecture de police sait que le général Oufkir, ministre de l'Intérieur et chef de la police d'Hassan II, est la tête pensante de l'affaire. Pourtant, alors qu'une grande réception est organisée au sein de l'ambassade du Maroc,
De hauts fonctionnaires de la République y sont présents, dont le chef de la Sûreté nationale. Mais le plus ubuesque n'est pas là, non. S'y trouve en invité d'honneur le général Oufkir en personne. Le dignitaire va pouvoir tranquillement repartir pour son pays le lendemain matin. Alors même qu'il vient d'ordonner l'enlèvement de Ben Barka. Et pire, que des services français le savent. Heureusement que le ridicule ne tue pas, me direz-vous. Il devient clair que le scandale ne va pas tarder à exploser. Le temps s'égrène à grande vitesse. Mehdi Ben Barka est toujours introuvable. Le retrouver vivant devient, hélas, de plus en plus illusoire. La situation ne va pas tarder à bouger. Le lendemain matin, une mission officielle est envoyée au Maroc par le Premier ministre français de l'époque, un certain Pompidou. Le but, demander au roi Hassan II s'il est au courant de l'affaire, le placer devant ses responsabilités. Cela permet à la France de gagner du temps et de couvrir quelque peu ses arrières. Suffisant ? Pas certain. La République et plus encore ses dirigeants ont besoin d'étouffer l'affaire. La présidentielle approche. Charles de Gaulle souhaite se représenter. Il ne peut donc pas faire face à un scandale. On enlise volontairement le processus judiciaire sous couvert de raisons d'État. La presse se réveille très vite. 2 des journalistes du journal L'Express, De Rogui et Kahn, se saisissent du dossier en pleine période de turbulence. C'est leur travail qui va permettre de maintenir la disparition de Ben Barka dans le champ de vision de l'opinion. C'est l'un des héros malheureux de notre histoire, Philippe Bernier, qui lance ses confrères de l'Express sur la piste des policiers en leur livrant son témoignage. Le témoin des événements de la brasserie déballe tout ce qu'il sait. Les journalistes sont persuadés de tenir un scandale sans précédent. Tout s'emballe donc très fort et très vite. Le lundi 8 novembre, un premier article sort dans le magazine. Le lendemain, les 2 hommes de presse se trouvent convoqués par le plus haut gradé de la brigade criminelle. Quoi, aurait-il touché un point sensible ? Le journaliste Kahn décide de voyager vers le Maroc. Il découvre que le général Oufkir se charge généralement du sort des opposants, qu'il les fait disparaître et qu'il voue une haine robuste à Ben Barka. Pas assez pour le désigner formellement comme coupable, certes, mais c'est un élément de plus qui s'ajoute au dossier. Ces découvertes provoquent un nouvel article sur le général qui paraît à la mi-novembre. Le journaliste y évoque les liens entre le militaire et les truands qui seraient intervenus dans l'enlèvement. Il pointe aussi du doigt les accointances entre le ministre et le pouvoir royal. Au même moment, la justice inculpe les 2 policiers qui ont interpellé Ben Barka et les place en détention. De Gaulle a raté son pari d'étouffer l'affaire. Pire, peu de temps avant Noël, les journalistes manquent de rencontrer Figon, le producteur, l'une des têtes pensantes de l'affaire. L'homme ne vient finalement pas au rendez-vous, il est en cavale. Mais par téléphone, il lâche une bombe. Ben Barka a été emmené dans une maison en région parisienne dans laquelle il a été torturé puis assassiné. Un homme, plus qu'un autre, est de nouveau incriminé directement dans ce récit qui va s'étaler sur plusieurs articles. Le général Oufkir. Les policiers auraient laissé l'opposant entre les mains des truands dans une villa à Fontenoy avant de rentrer vers Paris. Le militaire serait venu dans un second temps afin de torturer lui-même Mehdi Ben Barka. Avec la publication de ces papiers entre la fin d'année 65 et le début 66, l'affaire prend des proportions internationales. La justice peut agir en fonction des révélations journalistiques. Le juge s'emploie à vérifier les différents éléments. Et alors qu'il avait été entravé durant la campagne présidentielle, De Gaulle change son fusil d'épaule une fois réélu. Il souhaite que l'instruction aille à son terme. La version de Figon provoque une cascade de nouvelles révélations, liées notamment à l'agent secret Lopez, alors que ce dernier soutient mordicus que sa hiérarchie était au courant de son implication dans l'affaire. Les renseignements généraux démentent.
Ils annoncent qu'il n'est plus un membre actif de l'organisation depuis 1 an. Mais alors qui croire? C'est compliqué. Le même manège se répète avec Souchon, le policier qui a interpellé Ben Barka. Il annonce avoir informé sa hiérarchie de son action. Pire, il déclare avoir reçu le feu vert directement par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur français. Quant au juge d'instruction, il apprend par la presse que la police lui a caché la vérité pendant plus d'1 semaine. Alors vous l'imaginez, sa colère est fulgurante. Son intention est de rattraper Figon coûte que coûte. On retrouve sa planque très vite. Il est cerné. Mais lorsque les forces de police entrent dans le petit appartement, elles retrouvent le malfrat mort, un revolver à la main. Encore aujourd'hui, personne n'est capable d'affirmer avec certitude s'il s'est vraiment suicidé. Ces nombreux rebondissements provoquent dès le début de l'année 1966 un véritable scandale d'État. Dans l'ombre, depuis le départ, armé de la volonté de se protéger durant la présidentielle qui vient de se terminer, le général de Gaulle se doit de sortir du bois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas y aller de main morte. Coup sur coup, il limoge le responsable du contre-espionnage, lance des expertises au sujet de la mort suspecte de Figon et entame une réforme profonde des polices. Et surtout, il attaque de front le Maroc, pourtant allié de la France. De Gaulle lance un mandat d'arrêt international aux trousses du général Oufkir. Hassan II, qui soutient son ami et ministre rentré au Maroc, décide de rompre les liens diplomatiques avec la France. Par voie de presse, Oufkir annonce qu'il est innocent, alors que le journal L'Express, de son côté, s'attaque au ministre de l'Intérieur français. Le président de la République ne peut pas laisser faire. En février 1966, lors d'une allocution télé, il s'en prend frontalement au général Oufkir et annonce que ce dernier est le commanditaire direct de l'enlèvement. Il disculpe les forces de police et les renseignements généraux de toute implication, mais les choses sont certainement un peu plus compliquées que ça. Le juge clôture son instruction, étape préliminaire vers un procès qui s'ouvre plusieurs mois plus tard. S'ensuivent 50 jours qui ne donnent rien. Malgré les témoignages, malgré les pièces du dossier, aucune trace de Mehdi Ben Barka. Si sa mort ne semble pas faire de doute, elle n'a pas été prouvée. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lopez et Souchon, l'agent double et le policier, sont condamnés à plusieurs années de prison ferme. Le général Oufkir prend perpète par contumace. Tous les autres prévenus sont acquittés. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. Le dossier Ben Barka aurait pu rester secret. Mais c'est la presse qui s'en est saisie et qui lui a fait prendre des allures de véritable affaire d'État. Dans la France du vieillissant général de Gaulle, c'est pas rien. Le sort de Mehdi Ben Barka reste nébuleux. Alors que sa disparition est effective depuis 60 ans, la vérité se refuse à sortir du bois. Peut-être parce qu'elle est honteuse pour bien des parties impliquées. Les pièces de l'affaire pourtant sont presque toutes en place. Il n'en manque qu'une, la dépouille de l'opposant. Elle n'a jamais été retrouvée. Son enlèvement est au cœur de la plus longue enquête jamais menée dans le pays du général de Gaulle. Une dizaine de juges d'instruction se sont succédés à sa tête, en vain. Il faut dire que le dossier est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Certaines enquêtes journalistiques montrent notamment que le Mossad ou la CIA pourraient être impliqués dans l'enlèvement. Mais tout ceci est encore loin d'être clair. Une nouvelle fois, c'est le doute qui plane et qui l'emporte. Les premières victimes de cette incertitude terrible sont évidemment les membres de la famille du disparu. Le fils de Ben Barka a récemment pris la plume afin d'écrire au roi Mohamed VI du Maroc et au président français Emmanuel Macron. Dans une lettre ouverte, il réclame l'aide des deux dirigeants. Il y écrit ces mots touchants et forts.
qui permettent de redonner une dimension humaine à l'un des plus grands scandales du siècle dernier. Il écrit ceci: « Deux nations comme le Maroc et la France se grandiraient en assumant pleinement leurs responsabilités pour que la vérité soit établie au grand jour et que justice se fasse. » Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.